Bonjour Eva, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Bonjour Emmanuel, alors moi je suis donc Eva Michel, j'exerce en tant que coach et j'accompagne plus spécifiquement les profils haut potentiel et hypersensibles. Ok, est-ce que tu peux décrire un petit peu ta carrière avant le coaching? Oui, alors moi j'ai exercé dans l'industrie pharma, j'ai toujours été une passionnée de la science du vivant principalement parce que j'ai fait une carrière quasi de 23 ans dans la biologie. Donc, je m'intéressais, on va dire, aux cellules. Et puis, bah, après, j'ai pris une posture plus macro et je me suis intéressée au vivant et à l'humain. Et je me suis formée divers techniques, on va dire, pour accompagner les personnes. Je me suis formée à l'hypnose ericksonienne, aux thérapies brèves, au coaching aux neurosciences. Et puis, dans ma précédente carrière, j'étais aussi déjà en support des gens. Je formais les nouveaux arrivants et puis j'étais aussi en charge de résoudre les problématiques qualité. Alors maintenant, je m'occupe de résoudre plutôt les problématiques que rencontrent les profils que j'accompagne. Donc on va parler du haut potentiel, hein. Je pense beaucoup d'auditeurs que j'accompagne et qui me regardent et qui sont concernés en fait par ça. Je vois beaucoup ce profil-là. Donc on appelle aussi le surdoué. On appelait ça le surdoué. Maintenant on appelle ça le haut potentiel. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est un haut potentiel? Oui, alors pour revenir sur les noms, il y a une diversité de noms en France, c'est ce qui perd un peu tout le monde. Parce que, bah, comme tu le dis, il y a le surdoué, il y a le haut potentiel, il y en a beaucoup qui vont utiliser le zèbre, il y a le philo-cognitif. Donc, il va y avoir cette multitude de noms, mais qui nomment finalement la même chose. Et les caractéristiques, je vais nommer les caractéristiques, bien évidemment, tout le monde ne coche pas toutes les caractéristiques. Donc, c'est pas parce qu'on se retrouve pas, et c'est des grandes caractéristiques généralistes, bien évidemment, c'est plus se dire, ah oui, en effet, ça me parle, je me retrouve, et là, ça amène du questionnement et on peut approfondir. Donc, dans les grandes lignes, ça va être des profils qui pensent beaucoup et qui vont utiliser aussi ce verbe, je pense. Donc, quand on commence à avoir des personnes qui posent beaucoup de questions, ah, et qui vont avoir souvent en face d'eux, arrête de poser des questions, que ce soit enfant ou adulte, ça va être une grande curiosité, un grand questionnement existentiel, de l'intensité. Alors ce mot, je crois qu'il résume vraiment, c'est l'intensité dans tout. L'intensité dans ce qu'on vit, l'intensité dans les émotions, l'intensité dans les besoins, une grande vitesse qui peut parfois être un peu biaisée, parce que comme il va avoir une pensée foisonnante, cette vitesse peut être moindre dans la mesure où la personne elle va avoir beaucoup, beaucoup d'étapes dans sa pensée. Donc même si elle est rapide, elle aura l'impression de ne pas être rapide parce que finalement, elle va balayer énormément de choses pour en revenir à verbaliser sa pensée. Donc ça n'empêche pas qu'elle va vite, mais elle a le sentiment de ne pas aller vite parce qu'elle va balayer énormément d'aspects. Donc ça, la vitesse, ça va être une caractéristique qui va être plus ou moins perceptible pour la personne elle-même. Donc une grande curiosité, un sens de la justice, une valeur justice qui est forte. L'autonomie, la liberté, qui vont quand même aussi être des valeurs importantes, notamment dans le travail. Ça va être un besoin important. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? Parce qu'il y a des fois, c'est tellement une évidence que je nomme pas toujours. Donc, grande curiosité, vitesse, pensée foisonnante, une capacité, une hyperlucidité, c'est-à-dire une capacité à voir les choses même qui sont encore pas présentes, à une capacité à se faire des scénarios de plein de choses. Donc, on disait cette pensée foisonnante, ce qu'on nomme pensée en arborescence, la capacité à faire du lien entre les choses. Des fois, c'est ce qui va faire que les personnes, on va leur parler de quelque chose et elles vont répondre ou elles vont aller vers autre chose qui, d'apparence, n'a rien à voir. Mais elle, dans son processus de pensée, une idée va en amener une autre, qui va en amener une autre, qui va aboutir à autre chose. Est-ce que ça peut mener à l'hyperactivité parfois? Il peut y avoir le couple, c'est ce qu'on va appeler les doubles exceptionnalités, des personnes qui ont du haut potentiel et de l'hyperactivité, donc un TDAH notamment. Pas, lien va pas amener l'autre, ça va plutôt être la curiosité qui va amener le fait que les personnes, elles ont envie d'avoir plusieurs espaces. Donc elles vont aimer plusieurs choses. Et des fois, dans la sphère pro, ça va être compliqué parce que on est plutôt à choisir un métier.
Donc, c'est ce qu'on va parfois nommer la multipotentialité, c'est-à-dire aimer et être bon dans divers domaines. Donc, il va y avoir ça. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier dans les caractéristiques? Est-ce qu'on a Euh, parlé de l'hypersensibilité aussi? non, on n'en a pas parlé. Donc, pour donner quelques chiffres, l'hypersensibilité, ça représente à peu près une personne sur cinq, donc 20% de la population. Le haut potentiel concerne 3% de la population. L'hypersensibilité, comme je disais, il y a moins de personnes. On pourrait généraliser à dire qu'une grande partie des personnes haut potentiel sont hypersensibles. L'inverse n'est pas vrai. Donc l'hypersensibilité, ça va être quoi? Ça va être au niveau émotionnel, une intensité dans les émotions. Donc ça, c'est les émotions un peu, les gens vont avoir l'impression de faire vraiment le grand 8 émotionnel. Mais l'émotion, elle est au bon endroit. On n'est pas dans de la pathologie où l'émotion, elle est juste par rapport à ce qu'elle est vécue. C'est plus qu'elle est intense. Et des choses vont venir émouvoir plus facilement par rapport à l'hypersensibilité. Pourquoi elle est gênante alors? Bah, c'est cette intensité. Parfois, les gens, quand ils se connaissent pas, ils vont se sentir parfois submergés. C'est vraiment cette intensité qui va venir les toucher de manière intense et rapidement. Est-ce que tu aurais un exemple concret? Eh ben, je sais pas, on va prendre dans la sphère professionnelle. Tu as une personne qui va avoir un sentiment d'injustice. Donc, elle va se sentir, il va y avoir l'émotion qui va venir de colère, par exemple, parce qu'elle a vécu une situation qu'elle juge, pardon, injuste. Donc, l'émotion de colère, de se sentir bah, pas respectée, pas écoutée, pas entendue, elle va être intense, ce qui fait que bah, ça va venir un peu comme un tsunami émotionnel là, qui va venir vraiment comme une lame de fond amener la personne et du coup bah, la colère va sortir plus facilement. Donc, moins de maîtrise dans l'émotion. Qui peut causer des problèmes après dans la Bah, des vie? difficultés parce que des propos peut-être un peu intenses, une énergie de colère qui va être puissante et après coup de se dire oui, bah, j'ai quand même réagi fortement en fait. Et si on ne se connaît pas, bah, c'est là où on se laisse submerger. Et puis, parfois, il y a se dire, mais c'est pas normal de réagir comme ça. Déjà, l'entourage peut le dire, parce qu'ils comprennent pas. Et puis, la personne elle-même, après, il va y avoir de la culpabilité. Donc, ça va amener un espèce de sandwich d'émotions et de ressentis qui va faire que la personne, en plus, va s'en vouloir. Au lieu de comprendre ce qui s'est joué, eh ben, elle va vouloir venir étouffer possiblement ses émotions. Comment on diagnostique et est-ce qu'on a besoin de diagnostiquer le haut potentiel? Alors, déjà, je vais te reprendre sur ce terme diagnostic. Beaucoup utilisent ce terme, mais en fait, c'est pas une maladie, c'est pas une pathologie. Donc, on parlera plutôt de bilan, de détection, parce que il y a dans la catégorie des neuroatypiques, le haut potentiel, c'est pas une pathologie. Donc, c'est pas un syndrome, c'est vraiment une différence. Comment on le fait? Le plus traditionnellement, ça va être le bilan WACE, donc qui est le test entre guillemets de QI, qui va être pratiqué par des psychologues habilités à faire passer ce bilan. Il dure de 3 heures, hein, parce qu'il va y avoir aussi un entretien en amont pour comprendre le besoin. Et puis, donc, ça va être des psychologues habilités qui font passer ce test. Le WACE, c'est pour les plus de 16 ans et ça va être le WISC pour les enfants. Je crois qu'à partir de 6 ans, on peut commencer à faire passer des bilans ou sinon, avant, il va y avoir d'autres bilans pour quand même euh, détecter, mais qui vont être différents. Donc, ça va être plein de sous-catégories qui vont permettre d'établir le QI, puisque on considère que c'est un QI supérieur à 130 qui établit le haut potentiel. Et là, il y a des discussions, il y a des divergences au sein des experts. Pour eux, on peut quand même être haut potentiel avec un QI moindre et on peut avoir un QI à 130 sans être haut potentiel. Donc là, on arrive aussi sur des vrais débats au sein même des experts. Après, ce qui est important, c'est de se demander pourquoi j'ai besoin de faire le bilan. Est-ce que c'est vraiment un besoin pour être sûr? Parce qu'il y a souvent doute, hein. Encore plus chez les femmes qui ont le doute du doute, à se dire oui, mais non, mais il y a vraiment tout un...
un cheminement intérieur et puis une cogitation intérieure qui va dire mais non, tu peux pas, t'es pas. Parce qu'il y a aussi ce cliché autour de la douance. Ce terme, il vient percuter un peu. Parce que on y a mis aussi, si on reprend des fois les reportages à la télé, on montre des petits génies, en fait. Donc dans l'inconscient collectif, on se dit, ben, surdoué ou au potentiel, c'est forcément un petit génie. Et comme ça se matérialise pas concrètement de cette façon, ben, ça peut amener à des personnes balayer cette hypothèse d'un revers de main, à se dire ben non, c'est pas possible, je suis pas plus intelligent. Et en fait, c'est ce plus qui vient percuter. Donc, il faut arrêter à se dire je suis pas plus intelligent, j'ai juste une intelligence qui est différente, qui se fait d'une manière différente. Alors, cette intelligence, en quoi elle avantage? Et après, on verra en fait en quoi elle désavantage cette manière de penser en fait. Alors, avantage, on va dire, c'est ben, ça peut être une rapidité d'exécution, une créativité, puisque comme il y a cette pensée foisonnante, il peut y avoir une réelle créativité. Donc, créativité, je mets par là aussi des idées, c'est de la créativité, hein. La créativité, c'est pas être un artiste et ça peut, mais pas que. Ça peut être une créativité dans l'innovation d'entreprise, dans des idées, dans de la stratégie, dans comment gérer son jardin. Enfin, voilà. Donc, il y a cette grande créativité avec cette pensée foisonnante. Beaucoup de choses peuvent être source d'inspiration aussi, parce que ben, une idée va rebondir dans la tête et va faire que ça va créer quelque chose d'innovant. Donc, du coup, ben, il y a cette créativité, cette capacité d'innovation. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Cette vitesse d'exécution, aller vite. Bon, on verra après que ça peut avoir aussi le défaut de son avantage. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une hyper lucidité, une capacité à percevoir les choses, une capacité à se remettre en cause. Et là aussi, ça peut avoir vite le défaut de son avantage. Donc, c'est des gens qui vont aussi vouloir grandir et avancer dans leur cheminement. Se dire, vouloir améliorer. Il y a vraiment aussi cette notion d'amélioration. Donc ça, on peut le percevoir comme un avantage. Il va y avoir aussi comme une capacité de visionnaire pour certains. Donc de prendre les bonnes décisions pour eux, mais avec un côté intuitif, si on sait être à l'écoute de cette intuition, de se dire finalement, en suivant mon intuition, je sais prendre les bonnes décisions ou je sais avancer sur mon chemin. Mais ça, c'est vraiment aussi quand c'est connu, quand c'est intégré et reconnu. Donc, les désavantages maintenant. Alors, les désavantages, bah, c'est encore enfin, c'est le paradoxe, hein, mais ça va être sûrement le juste curseur. Beaucoup d'avantages vont devenir des désavantages si on est dans un curseur trop poussé. Cette pensée foisonnante, elle peut en devenir perturbante parce que c'est le hamster qui tourne dans sa roue tout le temps au moment du coucher, en journée. Si on n'utilise pas cette énergie, eh ben, on est dans un système où ça mouline et ça s'arrête pas. Il y en a plein qui se disent, je veux l'interrupteur, quoi. Ça entraîne quoi, ces ruminations mentales? Bah, ça entraîne de l'angoisse, possiblement, de l'anxiété. Ça entraîne de l'inaction parce que les personnes vont tellement cogiter, vont tellement ruminer que finalement elles vont être là-dedans et plus dans la dynamique de passer à l'action. Donc Oui. une forme de procrastination, mais amplifiée. Déjà, je procrastine et en plus, comme je suis dans ma cogitation, je rumine et je vais pas vers ce que je veux. Est-ce que Donc, tu peux expliquer le terme procrastination? alors, procrastination, c'est remettre, grosso modo, au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et c'est intéressant que tu me l'amènes parce que il va y avoir, on va dire, la vraie procrastination qui va être bah, je rumine, je cogite, mais du coup, je fais pas. Donc, soit parce que j'ai peur, et ça se retrouve la procrastination chez tout le monde. Elle peut être amplifiée chez les personnes au potentiel. Donc, j'y vais pas parce que j'ai peur, parce que je me suis fait plein de scénarios catastrophes donc, ben, je me dis que forcément, il y en a un qui va se passer comme ça, donc j'y vais pas. Parce que je m'ennuie, j'ai pas envie. Il y a vraiment un besoin de stimulation. Donc, l'ennui, c'est vraiment,
aussi très compliqué pour ces profils. Hein, ça peut vraiment être une source de ce qu'on va nommer le bore-out, hein, l'ennui professionnel, et même chez les enfants. Hein. J'ai vu ça, moi, quand j'étais à l'école, quelqu'un qui avait 1 an d'avance et qui était en train de redoubler la classe et qui était en train d'aller en fait vers un autre redoublement alors elle était super intelligente, elle s'ennuyait, elle faisait rien en cours. Est-ce que tu as vu ça aussi, toi? Moi, je l'ai vécu en tant que gamin hein, et j'étais vraiment triste pour elle et les profs s'acharnaient sur elle parce qu'elle ne travaillait pas et lui disaient en fait, tu as déjà redoublé, tu vas encore redoubler alors qu'elle avait 1 an d'avance au départ. Oui, parce qu'il va y avoir cet ennui et du coup qui va aller faire écho avec le besoin de sens. Donc ça me permet de ramener aussi cette caractéristique qui est forte, le besoin de sens. Il y a besoin qu'il y ait du sens dans ce qui est fait, dans ce qui est vécu, dans ce qui est conscientisé. Donc là, typiquement, oui, haut potentiel n'est pas forcément synonyme de réussite scolaire. Ça peut, mais ça peut être aussi des grosses difficultés parce qu'il y a cet ennui et il y a ce besoin d'être nourri et inspiré par les enseignants dans la sphère scolaire et aussi dans la sphère pro. Il y a besoin d'avoir un entourage qui est inspirant, stimulant, nourrissant. Et dans ces cas-là, il y a un peu l'impression que le cerveau, il dit, ben, j'ai pas ça, je me mets en... Je boude, entre guillemets, et du coup, j'y vais pas. Donc, c'est ce qui fait que... il peut y avoir des difficultés à l'école et aussi dans la sphère professionnelle, en fait. Il y a vraiment un besoin de s'enrichir, de se nourrir intellectuellement et d'être stimulé et vers quelque chose qui a intérêt et sens pour soi. Et ce qui n'est pas forcément l'intérêt et le sens pour la majorité des gens, en fait. Puis il y a ce sens aussi de la justice dans un monde qui n'est pas très très juste. Ça doit être difficile à vivre pour eux. Oui, et ce sens de la justice, comme tu disais, finalement c'est un peu les défauts des avantages et les avantages des défauts, c'est que avec un sens profond de la justice, c'est des personnes qui vont avoir à cœur d'agir pour le collectif. Donc en entreprise, ça va souvent être des personnes qui me disent quand elles ont des difficultés, mais en fait je faisais ça pour l'équipe. Donc vont vraiment vouloir que les choses soient justes. Et par contre, quand le sens de la justice est touché, et s'il y a de l'injustice, alors là, ça va être un peu ce tsunami émotionnel, quoi. Il va y avoir une espèce de d'intensité dans la réaction épidermique et se dire, mais en fait, c'est pas possible, quoi. C'est pas juste. Donc, c'est là où ça va enclencher aussi ces ruminations. Donc, ça va faire une espèce de combo de pas de sens, injustice, ennui. Et là, ça crée des pelotes où ouais, l'intensité, elle va être bien présente. Et là, on va être dans le hamster qui tourne vraiment dans sa roue, quoi. Ou dans de l'intensité émotionnelle. Hors antenne aussi, on avait parlé d'éco-anxiété ou d'inquiétude énorme pour l'humanité. Est-ce que tu retrouves ça aussi? Oui, parce que comme je te disais, avec cette espèce d'hyper-lucidité et d'envie que le collectif collabore pour le meilleur, eh bien, il va y avoir cette vision de se dire, ben oui, on va dans le mur en fait. Donc, chacun doit faire sa part, voire même des fois de l'hyper-responsabilité. Des personnes qui vont prendre à leur charge, que ce soit en écologie ou que ce soit dans le collectif, dans l'associatif ou dans le pro. On va dire, je vais parler plus pour les adultes parce que les enfants, des fois, ils ont moins la possibilité d'agir individuellement. Ils peuvent créer du collectif dans les écoles, mais on va parler plus pour les adultes. Il va vraiment y avoir aussi cette hyper-responsabilité de personnes qui vont prendre beaucoup sur leur dos, en sens symbolique, mais vraiment de vouloir tirer, de se dire, allez, on va faire ça, il faudrait que tout le monde s'y mette. Et du coup, vont aussi cogiter à ça parce qu'elles vont voir que ben, il y a plein de gens qui prennent pas le sujet. Donc, ça va aussi venir toucher la justice, l'hyper-responsabilité. Et là encore, ça va, en tant que personne aussi sensible, il y a beaucoup d'empathie. Et donc, ça va créer encore une fois une sorte de nœud à se dire, mais c'est pas possible, à créer de la rumination et de l'anxiété de, mais comment on va faire et comment moi je vais faire, et à créer encore du vouloir encore plus. Bah, du coup, j'ai pas fait assez, avec un haut niveau d'exigence. Donc, mettre en place encore plus de choses par rapport à l'écologie, plus de solutions. Et ça va vraiment leur donner l'impression que c'est elles qui sont responsables si ça bouge pas ou s'il y a rien qui se passe, avec aussi cette vision de bah, possiblement on va dans le mur en fait, et donc agissons.
Donc, je vois que tu connais vraiment, vraiment, vraiment le sujet à fond. Est-ce que, si tu as envie d'en parler, est-ce que toi, tu es aussi haut potentiel? On n'en a pas parlé encore. Oui, oui, alors moi je suis concernée. Je le connais bien parce que ben, il raconte mon histoire, à savoir que moi j'ai découvert le haut potentiel après un burn-out. Je suis allée consulter une thérapeute parce que ben, je voyais bien que je piétinais et que j'allais mal. À quel âge à l'époque? J'avais quel âge? C'était en 2016, donc j'avais 38 ans. 38 ans. Donc, tu as découvert tardivement, en fait, que Oui, tu j'ai étais découvert en tardivement. test, hein. J'ai fait le bilan. Alors, du coup, il m'a fallu 2 ans de cogitation avant de le passer. Quand cette thérapeute m'a parlé du haut potentiel, je l'ai regardé en lui demandant de quoi elle me parlait. J'ai balayé l'info et elle m'a parlé du livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, puisque j'avais moi aussi évoqué ce j'en ai marre, ce cerveau qui pense tout le temps. J'ai acheté le livre, je l'ai lu bien évidemment dans la journée hein, qui a suivi en me disant mais si c'est ça, mais non c'est pas ça et voilà là j'ai commencé mais ah mais non c'est pas possible, ça peut pas être ça mais en même temps elle décrit tellement bien, j'aurais pu écrire ce livre parce que je me retrouve dans tellement de caractéristiques et j'insiste tellement et pas toutes parce que il n'y a pas besoin de cocher 100% des cases, hein, c'est pas comme au loto pour gagner, c'est vraiment se dire dans les grandes lignes je m'y retrouve. Donc, je me suis mis à suivre plein de thématiques, à aller voir des interviews, à suivre ben, l'ancien congrès de nuances de Nathalie Asselin qu'elle a arrêté de faire en ligne. Et au bout de 2 ans, quand même, je me suis dit, bon, on va peut-être arrêter moi-même, à peut-être arrêter de se cacher derrière le peut-être que pas. Et j'ai passé le bilan. Donc, ça m'a confirmé. Pour la petite histoire, quand elle m'a donné les résultats, la première pensée que j'ai eue, c'est elle s'est trompée de me dire, ben, donc il y a ça aussi, c'est malgré la preuve, je trouvais une bonne raison que la thérapeute se soit trompée en fait. Et donc ben, j'ai passé mon bilan à 40 ans, donc ça fera bientôt 6 ans. Puis, ben, après, j'ai cheminé en me disant, ben, c'est venu aussi éclairer mon histoire. Je comprenais enfin certaines choses de pourquoi ben, dans ma sphère pro, des fois ça se passait très très bien, et d'autres fois ça se passait extrêmement mal au sein de la même entreprise, hein. Et ça, ça m'a amené de l'apaisement en fait. J'ai vraiment eu le ah ok, je comprends enfin. Je comprends enfin plein de choses. Est-ce que ça a impacté ta scolarité aussi? Alors pas trop. Moi, j'étais plutôt dans le syndrome de la bonne élève, c'est-à-dire plutôt l'affichage qui suit à l'école. Ça m'a quand même questionné de me dire mais je comprends pas pourquoi il y a des matières j'adore. J'avais une prof, je me rappelle en bio en sixième, mais c'est elle qui m'a fait aller vers la biologie parce que j'ai tellement aimé son cours, c'était tellement passionnant pour moi que bah, c'était une évidence. Et donc cette biologie où j'avais des très très bonnes notes, il y avait des fois des profs, ben pourtant c'était des redites, j'avais des notes très moyennes. Donc c'était un peu questionnant, mais pas plus que ça finalement. Je m'étais pas, ben, je m'étais remis en cause moi en me disant bah c'est moi qui j'ai pas dû assez travailler ou il y a des trucs que j'ai pas dû comprendre. Mais comme j'étais assez syndrome de la bonne élève et qui aussi j'ai grandi un peu avec cette image de pas faire de vagues, donc je me suis beaucoup contenue en fait. Bah faut pas faire de vagues. De temps en temps on en fait, hein, les hauts potentiels on a cette tendance à bien aimer faire des gros sauts dans la piscine, ce qui fait des grosses vagues pour tout le monde. Et là aussi, ça vient bah, percuter les autres, en fait. Et ça peut plomber au niveau du travail, c'est ça? Aussi. Aussi parce qu'il y a finalement un peu encore une fois, il y a cette notion de start and stop. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va y aller, on va se sentir vraiment soi, avec cette intensité. Et on se rend compte qu'autour de nous, bah, ça crée la vague et la grosse vague. Alors finalement, on va tout retenir. Bah non, je provoque les autres, enfin je provoque. Je provoque des réactions sur les autres. Et souvent, bah, ça vient à l'encontre de notre intention, ben, de pouvoir, en montrant les failles des autres, finalement, c'est difficile. Ils n'ont pas forcément envie de les voir. Et du coup, ben, on retient après cette intensité. Sauf qu'il y a un moment, ben, comme c'est notre nature, elle va grossir, grossir, puis il y a un moment, bah, faut lâcher. Donc de nouveau, et ça va créer encore une plus grosse vague si on va être dans la métaphore. Donc il y a du coup cette notion de je retiens, je contiens, qui épuise, et je lâche tout, parce qu'il y a un moment, bah, je peux plus me tenir. Et du coup, bah, ça va amplifier le phénomène et ça va créer encore du mal-être, encore pire. Et si on apprend à se connaître, eh ben, c'est plus OK de fonctionner avec soi et d'avoir des espaces, de se dire, ben,
Là, j'ai besoin de me retrouver entre personnes qui fonctionnent comme moi, pour qu'on soit dans l'intensité, pour qu'on soit dans la profondeur. Alors justement, on va en parler. On a vu ce qu'est un haut potentiel. On a vu les avantages, les inconvénients, entre guillemets. Et maintenant, en fait, quand on sait qu'on est haut potentiel, qu'on est impacté par ça, négativement parfois, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment toi, tu accompagnes les gens? Et juste, je vais refaire une digression, mais on a parlé d'hypersensibilité, j'ai parlé que de l'aspect émotionnel. Il y a quand même aussi l'hypersensibilité sensorielle. Donc, ça va être des sens qui sont amplifiés. Donc, pour en revenir à, parce qu'il y avait les défauts, ça va vraiment être un odorat très fin, un goût très précis. Du coup, aussi des fois de la sensibilité à la lumière. Donc, ce qui va faire que, par exemple, dans le monde du travail, les open space, ça va être extrêmement fatigant et compliqué pour les personnes sensibles. D'accord. Donc, le bruit, l'agitation, les énergies aussi. Les énergies des autres, les émotions des autres qui vont venir aussi nous toucher. Donc, c'est pour ça que je fais une petite digression par rapport à ta C'est question. très bien. Et on explique ça scientifiquement ou pas? En fait, il y a comme une absence parfois de filtre au niveau des stimuli. Le cerveau, il a la capacité de filtrer les choses qui n'ont pas lieu de venir comme information. Il y a comme un pré-filtre inconscient où il va dire ça, ça n'a aucun intérêt à ce que ce soit porté à la conscience, en fait. Et donc, il va y avoir un peu ce filtre qui parfois, alors je ne vais pas dire dysfonctionne, mais filtre moins. Voilà, si on devait faire une image. Donc, ce qui fait qu'il y a plus de stimuli qui vont arriver. D'accord, il y aurait une aire dans le cerveau qui serait légèrement atrophiée par rapport au filtrage, en fait. Alors, je n'irai pas jusqu'à nommer ça, mais il va y avoir voilà, cette notion, parce que je ne suis pas assez poussée, donc je ne veux pas dire de bêtises scientifiques, mais il faudrait l'imaginer voilà, comme un filtre. Ben, au lieu de filtrer 99%, il va en filtrer 95%. Voilà. Je donne, encore une fois, c'est pas du tout, c'est arbitraire hein, mes chiffres, mais c'est pour que les gens comprennent. C'est ce qui fait que ces stimuli vont venir plus forts, plus intenses, plus nombreux et déranger. Et créer de l'anxiété, parce que j'ai beaucoup de personnes Oui. qui décrivent ce que toi, tu es en train de dire là. Eh ben, parce que comme c'est pas conscientisé et que on va prendre le cas d'un salarié qui est en open space. Il a 10 collègues dans l'open space, on a dit 20%, donc ça veut dire qu'il y en a deux comme lui. Quand je dis lui, hein, c'est pour dire le salarié, hein, c'est lui, elle, voilà. Ben, du coup, la personne, elle va voir que les autres réagissent pas ou vont pas être dérangés par l'open space. Donc, elle va se dire, c'est moi qui ai un problème. Donc, ça crée une espèce de rumination, anxiété de, ouais, mais c'est moi qui ai un problème. Et puis, c'est la grande mode des open space. Ça veut dire que c'est normal que les gens, ils aiment ça. Mais moi, j'aime pas ça du tout. Ça m'épuise, ça me fatigue. Et de l'anxiété, ça peut être aussi c'est subtil, hein, mais l'anxiété des autres. Et ça, une personne sensible, si elle n'est pas vigilante ou si elle n'en a pas conscience ou connaissance, elle va pas se rendre compte qu'en fait, quelque part, parfois, elle peut absorber les émotions des autres. Donc, 10 personnes dans une pièce, c'est 10 émotions de personnes différentes. Bah, si, telle une éponge, on absorbe les émotions des autres, plus les siennes, ça fait quand même beaucoup à gérer. Donc, c'est encore une fois apprendre à comprendre quand c'est notre émotion. Donc, pour revenir à comment les aider, c'est déjà faire de la pédagogie. Il y a un moment de dire, OK, quand tu as la capacité de rentrer dans une pièce, qui par exemple, il y a eu un échauffouré, on reste dans la sphère pro, hein. Même, on sent qu'il y a quelque chose, hein. Il y a cette électricité dans l'air qui est perceptible pour les personnes qui ont un peu des antennes. Et du coup, elles vont sentir qu'il y a quelque chose. Et bien, si elles n'ont pas cette conscience de prendre ce recul, elles vont pouvoir observer qu'il y a quelqu'un qui se sent blessé, qu'il y en a une autre qui est en colère, qu'il y a une autre personne qui ressent autre chose. Et du coup, ben, elle va un peu absorber tout ça. Et du Donc, ça coup, peut ça faire va. aussi des excellents coachs et thérapeutes. Ah, exactement, mais c'est pour ça qu'on est vraiment là dans le qualité du défaut ou l'avantage de l'inconvénient. Ça va vraiment beaucoup être une question de curseur et de connaissance. Parce que beaucoup s'ignorent, alors s'ignorent au sens comme moi, hein. Moi jusqu'à 38 ans, des surdoués, bah, pour moi c'était le cliché du petit génie, il parlait quatre langues, il avait un poste extraordinaire, j'étais vraiment en toute honnêteté intellectuelle à 1000 lieues de l'imaginer. Et d'ailleurs si j'ai tergiversé moi-même pendant 2 ans, c'est que c'était un peu confrontant pour moi.
Donc, quand on s'ignore, ben, c'est un peu comme si on n'avait pas un mode d'emploi d'une différence qui est notable hein, d'un point de vue neuroscientifique. C'est quand même démontré que la façon de fonctionner n'est pas complètement la même. Ah oui, on le voit dans le, dans l'IRM. En faisant des IRM fonctionnels, hein, il a été vu hein, que, notamment, c'est évoqué dans le livre Les phylaux cognitifs, parce qu'il y a un neurologue hein, qui a contribué à l'écriture de ce livre. Donc, c'est pas une vue de l'esprit, hein. Il y a des petites différences qui font que voilà, le fonctionnement est différent. Et d'ailleurs, voilà, je me suis perdue dans ma réflexion. Je sais plus quelle était la question. On était dans le fait aussi de comment on peut les accompagner. Exactement, voilà, ok, c'est bon. On parlait justement de justement l'intérêt du bilan qui est thérapeutique, hein, de se connaître. Se Voilà. connaître, savoir ce que l'on vit et qu'on a une manière différente de penser, pas une manière, c'est pas une pathologie, on l'a dit, hein. J'ai employé à tort et c'est très bien que tu m'aies repris le diagnostic. C'est pas une pathologie, c'est une manière différente de penser et connaître d'abord, en fait, se connaître d'abord, tu disais. Voilà. Quand Hmm. on s'ignore, soit par méconnaissance, soit qu'on s'ignore parce qu'on ne veut pas le conscientiser. Moi, il y a pas mal de personnes qui viennent à moi qui me disent, ah, j'avais fait le bilan, j'ai passé le test il y a longtemps, mais j'avais un peu mis sous le tapis. Donc, il peut y avoir ces deux formes d'ignorance. Une par méconnaissance, puis une parce que ça vient nous toucher. Donc, on veut pas trop, on veut pas en faire un sujet. C'est le fameux déni alors. Ouais, on pourrait un peu dire ça. Et c'est ce qui fait que, ben, en n'ayant pas une sorte de mode d'emploi, on va aussi se dire, bah, comment ça se fait que les autres, ils font ça et moi pas? Comment ça se fait qu'il y a des choses, moi, je comprends et les autres comprennent pas? Comment ça se fait qu'eux, ils comprennent et moi, je comprends rien? Parce que forcément, avec 3% de la population, ben, dans une classe de 30 élèves, il ne peut pas y en avoir 10. Donc, en pensant se dire, bah, finalement, je suis comme tout le monde, il y a des fois, ça vient nous percuter de se dire, mais je comprends pas là. Tout le monde fait ça et moi, j'y arrive pas. Ou j'arrive pas à comprendre le concept qui est présenté, je le comprends vraiment pas. Et d'autres fois, d'autres trucs, on se dit, ben, je comprends pas que les autres, ils voient pas. Ben, ça vient aussi du fait qu'il y a une différence. Donc, se comprendre, se connaître, c'est pour ça que moi, dans mes accompagnements, il y a de la pédagogie pour amener de dire, OK, là, il y a des caractéristiques différentes. La vitesse, ça vient beaucoup toucher. Tu vas trop vite, mais trop vite par rapport à la majorité, mais le curseur, ça doit être soi. Est-ce que par rapport à moi, je vais trop vite? Oui, là, je sais. Il y a des fois, il y en a qui me disent, là, je le sais, cette fois-là, j'ai été trop vite. C'est-à-dire qu'ils n'ont Donc, pas pris le temps, tu peux développer un peu, s'il te eh plaît. ben, c'est que intrinsèquement, comme je te disais, ça peut faire partie des caractéristiques, on va vite. Donc, on a une pensée, c'est un peu, imagine un flipper. Tu lances la boule et puis là, il y a le moment où ça tape de partout. Bah, des fois, ça va être ça. Donc, ça tape de partout, ça va vite, ça s'éclaire. Et ça, c'est normal pour soi. Et du coup, pour les autres qui vont aller moins vite, ils vont se dire, ben non, mais tu vas trop vite. Forcément, la boule, elle est arrivée, elle a tout éclairé, alors que certains sont encore en train d'appuyer sur le bouton. Je dis pas attention, hein. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est différent. Donc vraiment, pour la majorité, ça va être, ben, il va trop vite par rapport à moi. Mais pour celui qui va vite, ben, c'est normal que la boule, elle aille super vite taper sur le bouton. Par contre, là où la personne, elle va sentir qu'elle est allée trop vite, c'est quand elle a précipité le truc. Des fois, on le sent qu'on se précipite. Qu'on a, à soi-même, on se dit, non, mais là, j'ai été trop vite. Et je vois bien que j'ai fait soit une boulette, soit je me suis plantée, soit j'ai senti que j'avais pas balayé tout ce que je pouvais. Donc, c'est vraiment apprendre à se connaître soi avec soi. Parce que Apprendre à ralentir aussi, parfois, alors. alors, le ralentissement, c'est là où ça va être un sujet aussi touchy. C'est qu'il faut, encore une fois, trouver le juste curseur, pas tomber dans l'ennui négatif, mais apprendre aussi à ralentir, à apaiser son corps. Apprendre, bah, pour certaines personnes, ça va être la méditation, même si pour beaucoup, ça va être compliqué parce qu'avec toutes ces pensées, ça leur demander de revenir dans le corps. Qu'est-ce que ça fait, la méditation, alors, sur leurs pensées? Ça va être la méditation, ça va être un peu binaire, hein. Il y en a, ça va être un vrai moment de ressourcement, un vrai moment d'apaisement, un vrai moment où le hamster, au lieu de cogiter, ruminer, il va ralentir. Donc ça va permettre de revenir. Et pour d'autres, ça va être insupportable.
Donc ça aussi, ça demande de se connaître. Il y a pas de règle. Moi, personnellement, la méditation m'a beaucoup apporté. Et d'autres, ça leur est insupportable. Donc, on ne peut pas dire la méditation, c'est la bonne solution. Ça va être pour ralentir pour beaucoup, et j'ai envie de dire même la majorité, mais même beaucoup d'humains globalement, le retour à la nature. Marcher dans la nature, se promener dans la nature, contempler la nature. Pour certains, ça va être ça, la forme méditative. Ça va être regarder une rivière couler, regarder les feuilles des arbres qui s'agitent avec le vent. Tout ça parce que ça va ramener aussi dans le corps et dans l'observation et dans la sensorialité. Comme on disait, il y a beaucoup de personnes ben, qui sont sensibles d'un point de vue sensoriel, et ça va leur amener quelque chose d'amplifié. Les nuances des couleurs, la texture des feuilles, le clapotis de l'eau, enfin, toutes ces choses-là, ça va amener aussi du ralentissement et de l'apaisement. Le jardinage, hein, c'est une activité, mais pour tout le monde, hein, mais peut-être encore plus parce que finalement, on fait quelque chose, le cerveau, il n'est pas en mode off, mais il va être en mode reconnexion au corps et ça va permettre une forme de routine. Donc ça va être plaisant pour le cerveau parce que ça va lui créer un fond de base de fonctionnement, mais tout en permettant aussi de laisser de l'espace. Et ça va être des grosses sources de créativité aussi, hein. Ces moments-là où le cerveau, il est un peu occupé, mais pas trop, ça va permettre aussi beaucoup de créativité. Alors ça, c'est le moment, c'est le cerveau, en fait, le réseau par défaut Ouais, qui exactement. s'allume dans le cerveau. En fait, le cerveau est tout le temps actif. Et quand on arrête de faire quelque chose, c'est le cerveau par défaut qui, en fait, range, trie, fait un grand triage des souvenirs, un grand nettoyage, grand ménage et développe, en fait, la créativité. Exactement. Et tout à l'heure, on parlait de procrastination. Et ben, il va y avoir aussi cette forme de réseau par défaut qui va faire que certains HPI vont penser qu'ils procrastinent. C'est-à-dire, ils vont pas avancer sur un dossier. On va parler dossier pro. Parce que c'est comme s'ils rassemblaient les pièces du puzzle. Donc, ils vont s'intéresser au sujet, ils vont le lire, ils vont se dire, tiens, ouais, ça. Mais dans un instant de délivrable, ça va pas être le moment. Le sujet aura pas maturé. Et c'est comme si le réseau par défaut, même en faisant autre chose, il peut fonctionner. Et là, à un moment, quand ils vont sentir que c'est le moment, que c'est mature, ils vont pouvoir délivrer ce qu'ils avaient en 2 heures de temps, alors que si c'était forcé à le faire, ça aurait mis 8 heures. Donc là, ça peut être perçu comme une forme de procrastination, alors que c'est plus rassembler ses idées, ses pièces de son puzzle. C'est comme s'il se construisait presque en arrière-fond, et après, il va pouvoir se déposer. Donc ça aussi, c'est apprendre à se connaître. Est-ce que je procrastine vraiment, ou est-ce que je suis déjà en train de rassembler les pièces de mon puzzle? Donc, on a vu apprendre à se connaître, apaiser le mental grâce à la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux préconiser? Qu'est-ce que je peux préconiser? Ben, on va dire se faire accompagner aussi pour prendre une position méta, parce que c'est des profils qui savent très bien prendre une position méta. Qui, Tu dans peux leur développer position méta, s'il te plaît? position méta, c'est s'observer penser. Donc, par exemple, on va appeler ça la métacognition. C'est vraiment cette capacité, des fois, à se dire, comme si on était une autre personne qui se regarde en train de faire ou en train de penser. D'accord. Donc, c'est plus un ressenti, hein, c'est vraiment dans le corps que ça se joue, et puis cette capacité. Et, et plus on va pouvoir prendre, comme on disait, il y a la rumination. L'inconvénient, c'est quand on cogite beaucoup sur soi, on va ruminer avec son prisme et son angle de vue, mais on va pas toujours avoir, même avec l'émotion qui va venir s'ajouter, la capacité de se regarder et d'amener un autre angle. Mais ça, encore une fois, c'est valable pour tout le monde aussi, hein. Quand on est dans une problématique, comme on dit, la tête dans le guidon, et c'est bien qu'il y ait une autre personne, une tierce personne qui, des fois, nous amène une réflexion. Donc, se faire accompagner aussi. Et ça, c'est comme toute thématique, hein. On peut toujours réussir tout seul à faire quelque chose. Mais combien de temps ça va nous prendre, combien d'énergie et quelle profondeur on va réussir à avoir, ça, c'est aussi la notion, hein. On peut apprendre à cuisiner tout seul. On prend des cours de cuisine avec un grand chef. On va gagner énormément de temps et on va avoir des astuces qu'on ne trouverait jamais soi-même. Donc, l'accompagnement. Et j'ai envie d'ajouter, ben, comme il y a un besoin d'intensité, de profondeur et de vitesse, ben, plus on va le faire avec des personnes expertes ou qui ont la connaissance,
et plus on va pouvoir aller loin aussi, parce qu'on va parler la même langue. Il y a pas mal de personnes, et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas, en étant non au potentiel, accompagner des personnes au potentiel, hein. On peut tout à fait sur certaines thématiques, sur plein d'aspects. Mais des fois, on va atteindre un certain plafond, et c'est là que des personnes vont dire, bah, moi, là, j'ai besoin, pour passer l'étape d'après, d'une personne qui connaît le fonctionnement, en fait. Qui le connaît et bah, qui peut aussi le vivre. Et comme ça, on ira dans la même intensité. Comment toi tu travailles sur l'anxiété en fait? Là, ça va être une partie de pédagogie par rapport à ce que je te nommais tout à l'heure, cette notion de est-ce que c'est mon émotion ou est-ce que c'est celle d'une autre personne que j'aurais pu cueillir en chemin, mais qui n'est pas la mienne. Donc, ça va venir ben, amener ça. Comment j'apprends à faire que c'est pas mon émotion? Comment j'apprends quand même à m'en détacher un peu ou complètement? Parce que porter l'émotion de l'autre, finalement, c'est lui enlever une part de responsabilité. Et puis, c'est se charger anormalement, en fait. Est-ce Se qu'il y a mettre dans... des astuces pour travailler sur ces émotions? Est-ce qu'il y a des astuces? Alors là, on va être plus un peu sur... J'aime bien partager cette image, c'est imaginer qu'on se crée comme sa bulle de savon. Tu sais, les bulles là où on souffle. Et c'est visualiser. Donc, visualiser, c'est quoi? C'est on ferme les yeux et on imagine qu'on est dans cette grosse, grande bulle de savon. Et on se dit, ben, avec intention, hein, donc vraiment, je me coupe, enfin, je laisse passer que ce que je souhaite et je ne subis plus les choses des autres. Donc ça peut être le petite astuce, le matin, on arrive, d'arriver dans l'open space, de se dire, OK, je visualise ma petite bulle de savon là qui m'entoure, je lui donne la couleur, la texture que je veux et je mets l'intention que elle ne m'a, enfin, il n'y a que moi qui décide de ce qui rentre dans ma bulle. Donc, ça peut être déjà une première chose. Alors, on peut se dire oui, mais c'est un peu léger, mais l'énergie et l'intention, c'est des choses assez puissantes, hein. Donc, c'est déjà faire les choses en conscience en faisant cet exercice-là, même si on n'y croit pas trop. Il y a déjà aussi une conscience de se dire, OK, je suis plus dans le mode éponge et j'aspire tout. Je suis déjà dans le mode non, non, il y a des choses, j'en veux pas. Donc, je laisse le cadeau. Je ne prends pas le cadeau que certains viennent me déposer, en fait. Donc, il y a ça. Apprendre de son corps. Son corps est un très, très bon guide. Quand, je ne sais pas, on ressent une crispation au contact d'une personne, quand on sent des choses, c'est de se dire, OK, bah, peut-être que je suis trop près physiquement, peut-être qu'il y a une énergie qui ne me convient pas avec cette personne. Peut-être que, on parle des émotions, mais quand j'écoute les informations, je me sens pas du tout bien. Et ben, quand je prends conscience de ça, est-ce que si chaque fois que je me sens pas bien, bah, je vais peut-être arrêter de le faire en fait, tout simplement. Donc l'astuce, c'est moi, je vais me poser beaucoup cette question, comment je me sens après quelque chose? Pour qu'il y ait le corps qui vienne dire non, je me sens tendu, je me sens crispé, je me sens pas bien, je me sens refermé. Ou au contraire, je me sens ouvert, je me sens léger, je me sens. Et ça va être un bon indicateur aussi de se dire, bah, si après quelque chose, je me sens pas bien, bah, arrêtons de faire cette chose. Les émotions, elles viennent vraiment nous dire, c'est des messagères, hein, c'est pas, et puis moi j'aime bien dire, c'est pas une émotion positive ou négative, c'est une émotion agréable, désagréable, ou confortable, inconfortable. Donc même l'émotion inconfortable, elle vient nous dire un truc. Ben, je me suis peut-être pas respectée. La colère, c'est je me suis pas respectée ou on m'a pas respectée. Donc comment j'apprends à poser ma limite? Comment l'émotion, je viens écouter le message qu'elle me donne. Et ça, c'est par le corps, la plupart du temps. C'est pas par la tête. C'est vrai, l'émotion comme un messager, l'émotion physique aussi, hein. Une sensation, une crispation, c'est un messager aussi. Puisqu'on parle aussi de la tête, est-ce que tu travailles sur les pensées négatives? Comme quand on est au potentiel, on peut avoir aussi une mauvaise estime de soi, on l'a évoqué. Oui, il va y avoir un possible fort syndrome de l'imposteur, une faible estime de soi. Syndrome de l'imposteur, tu peux développer, s'il te plaît. Syndrome de l'imposteur, c'est ne pas s'attribuer ses mérites. Penser que on a réussi par chance. On a peur d'être démasqué comme imposteur. Donc, quand on a une réussite pro,
on va se dire que comme on a eu de la chance, on était là au bon endroit au bon moment, qu'on n'a pas tant de compétences que ça, c'est pas vraiment notre réussite. Avec un haut niveau d'exigence en plus, parce que les hauts potentiels ont quand même un très très haut niveau d'exigence, il va y avoir cette pensée que c'est pas mérité, qu'on est un imposteur, que le poste, on l'a obtenu par tout un tas de circonstances, mais surtout pas par rapport à ses capacités. Donc ça crée ce sentiment un peu de peur, d'être démasqué, de se dire les autres, ils vont se rendre compte. En fait, les autres, ils vont se rendre compte que je suis pas à la hauteur, que je suis pas bon, que je mérite pas ce poste, que je mérite pas tout ça. C'est tout des pensées, hein, parce que comme j'ai dit une fois à une personne, elle m'a toujours dit, ah, j'ai eu beaucoup de chance. Donc oui, quand on a la chance pro depuis 10 ans, on a sacrément de la chance, pour être un peu ironique. Donc c'est prendre conscience de sa valeur, sans prétention, et se dire, OK, là, donc c'est déconstruire toutes ces pensées de, ouais, mais t'es pas à la hauteur. Donc ça crée en fait du stress. Ça crée de l'angoisse, ça crée de l'anxiété de se dire oui, mais un jour ils vont s'en rendre compte que là j'ai pas réussi, que je suis pas à la hauteur, que je mérite pas. Enfin, et puis bah là il va y avoir ces ruminations. Donc il va y avoir cette notion-là, l'estime de soi aussi parce que ben avec l'image qui a pu être possiblement renvoyée de trop. Hein, t'es trop rapide, curieuse, pose trop de questions, arrête de te prendre la tête, tu cogites trop. Enfin, bah, du coup, il y a cette estime de se dire, ah oui, c'est de ma faute, en fait, je devrais écouter ou lâcher prise aussi. Bah, lâcher prise, c'est compliqué, parce qu'on ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Donc, il peut y avoir cette estime de soi qui est entamée, en fait. Surtout que c'est difficile d'être hors norme. Ouais. Mais ça vient encore toucher l'arrogance. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais si je l'assume, si je suis moi, bah, je vais être arrogante. Mais non, en fait, c'est pas plus intelligent, c'est intelligent différemment. Donc, il y a ça qui vient toucher. Je dis pas, encore une fois, hein, c'est des grandes caractéristiques. Il peut y avoir des hauts potentiels totalement arrogants, des personnes pas au potentiel arrogantes. Donc voilà, hein, ça va être cette pensée-là. Je veux pas qu'on me prenne pour quelqu'un d'arrogant. En plus, il y a ça qui vient vraiment être important. Et peut-être encore plus chez les femmes. Elles vont encore plus amener du doute sur le doute. Encore une fois, une petite astuce pour travailler sur ces pensées négatives. Bah, ça va être un peu comme en méditation, même si c'est pas l'objectif. De toute façon, on a 95% de nos pensées qui sont inconscientes et qui vont revenir les mêmes tous les jours. Donc ça va être déjà prendre conscience de ça quand je suis dans là et que je sens que je pars dans mes pensées ruminatives, hein, que c'est pas constructif. Hein. Attention, on ne parle pas de pensée de créativité, d'innovation, d'inspiration. Là, c'est vraiment ces pensées qui viennent nous délivrer un message pas très sympa. Ça va être déjà, ah, là, je me rends compte que je le fais. Rien que cette première étape du je me rends compte que je commence à le faire, c'est revenir aussi dans le maintenant. Donc j'ai envie de dire l'image de retirer la pensée. Non, non, je vais pas partir là où tu m'emmènes. Je reviens à ce que je faisais ou je reviens au déclencheur. Qu'est-ce qui a fait? Je reviens à ce que ben l'ici et maintenant, mais l'ici et maintenant des fois ça veut pas, c'est pas toujours concret. Donc je reviens au moment où j'ai eu cette pensée qui m'a aspiré. Déjà ça c'est une première chose. Deuxième étape, ça va être, OK, quand je sens que je me fais aspirer, je reviens là, mais je l'emmène ailleurs. Je vais aller un peu dans l'énergie de convaincre soi-même, de se dire, attends, je suis en train de me dire, oui, mais je ne suis pas digne de ce poste, je ne le mérite pas. Un peu de factuel. Bah alors, prendre 2 secondes de se dire, qu'est-ce que j'ai réussi? Oui, j'ai réussi ça, j'ai réussi ci. Oui, mais t'as pas réussi tant que ça, parce que là, il y a l'autre pensée qui va venir dire oui, mais t'as pas réussi si bien que ça, parce que là, tu as eu telle note ou là, tu as eu telle évaluation, alors que tu aurais dû avoir tant. Donc, c'est vraiment un peu ce truc de ramener la pensée et l'obliger à aller ailleurs. Vraiment à aller voir le positif, à aller voir autre chose. Parce que le cerveau, de manière naturelle, il fonctionne là-dessus. Il focus sur le négatif. Donc, c'est l'amener consciemment à autre chose. Et plus on va faire cet exercice, et plus ça va devenir facile. Parce qu'au début, il va y avoir tout un tas de réticences. Mais non, tu as réussi ça, mais rappelle-toi en même temps, tu l'as pas réussi parfaitement. Donc, bah non, on revient. Ben, je l'ai réussi. Peut-être pas au niveau que je voulais, mais je l'ai réussi. Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes aussi autour
du niveau d'exigence. Donc, quelque part, on met la barre ici, on l'atteint, ah ben, on va la mettre là parce que quand même, quoi. Donc, c'est vraiment apprendre à hacker sa pensée, à la ramener où on veut, devenir le dirigeant de ses pensées, en fait. Alors, c'est pas tout le temps, encore une fois, il y a 95% des pensées qui sont inconscientes, mais le faire le plus régulièrement possible et surtout pas de culpabilité quand ça se fait, c'est OK. Rien que déjà d'en avoir conscience, ça permet d'apaiser ce dialogue. Et puis aller aussi se dialoguer avec soi. D'aller voir son imposteur intérieur et lui dire, bah OK, je comprends, tu as envie que je réussisse, mais là, tu es trop exigeant avec moi. Ça peut paraître surprenant, mais ça va être apaisant. Super. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter qu'on n'aurait pas évoquées, Ouais, on a quand même évoqué beaucoup, beaucoup de choses. qu'on aurait Et, pu et oublier? de se dire, je me sens concernée. Je me sens, ce message, il résonne en moi. Je sens qu'il y a quelque chose. Bah, creuser, en fait. Creuser parce que c'est comme ça aussi qu'on prend soin de soi. Et encore une fois, qu'on soit au potentiel ou non, les personnes qui sont, comme je disais, concernées par l'anxiété, c'est pas un état de fait, c'est pas une vérité ancrée. Ça pourra changer si on commence à prendre conscience des choses. Et il y a beaucoup de parents aussi par rapport au bilan qui se questionnent quand ils font faire le bilan à leurs enfants. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui se disent, bah tiens, mon fils ou ma fille sont au potentiel, et puis en décortiquant le fonctionnement, commence à se dire, ah bah tiens, ça fait quoi avec mon enfance? Ah bah tiens, je me retrouve dans des caractéristiques. Parce que dans l'immense majorité des cas, un enfant au potentiel a un parent au potentiel. Donc, il y a une génétique. Oui, il y a beaucoup de... c'est ce qui est évoqué comme possible. Je veux pas, pareil, dire une bêtise à dire que c'est systématique, mais il y a quand même une immense possibilité. Et puis qu'aussi, on peut être concerné par le haut potentiel, mais aussi avoir un trouble des dyspraxie, dysorthographie. Tout à l'heure, on parlait du TDA et du TDAH. Il peut y avoir aussi des traits autistiques, Pour préciser, un trouble de déficit de l'attention attention, avec ou non avec, hyperactivité. voilà. Les dys, bah, ça va être dysorthographie, dyspraxie, dyslexie, enfin tout un tas. Donc des fois, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que le haut potentiel va venir compenser le 10 ou des fois le 10 va venir troubler le haut potentiel et ça va être la même chose avec le trouble du spectre autistique ou le TDA et TDAH. Donc, du coup, bah, ça va être une lecture encore un peu plus complexe parce que bah, il va y avoir les deux qui vont, voire même les trois, qui vont se mêler. Donc, ça va teinter encore différemment la personne concernée. Donc, tout à l'heure, tu parlais d'être accompagné. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur le net? Alors, on peut me retrouver principalement sur LinkedIn. Je partage très régulièrement du contenu très spécifique au potentiel ou hypersensible, et puis de manière plus générale autour du développement personnel et de prendre soin de soi. Donc, LinkedIn avec Eva Michel, mon profil. J'ai moi aussi une chaîne YouTube où je vais partager aussi des vidéos qui s'appellent Conscience et état d'âme, ma chaîne, et je vais partager aussi des méditations certaines que j'ai pensées plus spécifiquement pour ces profils-là. Et puis, de toute façon, elles sont accessibles à tout le monde. Et puis, je partage aussi des vidéos, des interviews, toujours autour des thématiques hypersensibilité au potentiel. Et puis, des interviews aussi que j'ai moi-même réalisées sur des personnes aussi qui accompagnent ces profils spécifiques ou certaines thématiques comme l'intuition, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué. Il peut y avoir aussi beaucoup d'intuition de la part des personnes au potentiel ou hypersensibles. Et c'est vraiment intéressant d'apprendre à l'écouter, à la comprendre et à la suivre. Parce que ça aussi, ça peut être une clé intéressante. Ouais, l'intuition, c'est passionnant. Ça pourrait faire l'objet peut-être d'une Oui, autre. oui, c'est même, voilà. Pourquoi pas si t'es spécialiste aussi un petit peu de l'intuition. Donc ça pourrait être très intéressant. Alors on mettra évidemment, comme d'habitude, je mettrai tous les liens dans la description sous la vidéo pour te contacter. Eh bien, merci et je suis ravie d'avoir partagé ce temps. Je suis vraiment touchée que tu m'aies proposé cet espace
pour parler du haut potentiel et puis sensibiliser. Et j'ai à cœur aussi qu'en entreprise, on puisse sensibiliser pour que ça se passe le mieux possible pour tout le monde et vraiment qu'il y ait une synergie entre tous pour que chacun puisse bien vivre en fait. Je te remercie moi aussi hein, pour cette vraiment belle interview. C'est vraiment passionnant. Et puis à bientôt. À très bientôt, merci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce format de vidéo. Et si c'est le cas, je vais en refaire beaucoup d'autres. Est-ce que vous êtes reconnu dans ce qu'a dit Eva? Si c'est le cas aussi, dites-le moi dans les commentaires. Ça me fait plaisir, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je m'efforce de répondre à tous les commentaires, même si c'est parfois quelques jours après. Si vous souffrez d'anxiété, vous pouvez toujours télécharger mon livre numérique totalement offert. Et si vous avez des crises d'angoisse, je mets à votre disposition une vidéo offerte aussi qui vous montre les 4 étapes pour vous en libérer. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin avec moi, vous pouvez prendre un rendez-vous téléphonique aussi totalement offert de 45 minutes et nous verrons comment je peux vous aider à aller mieux. Vous trouverez tous les liens sous la vidéo.